Bonjour, je suis Joseph Cohen des Rencontres philosophiques de Monaco. Nous sommes au jour 7 de confinement avec mon colocataire Gary Gillet et aujourd'hui nous recevons pour Antivirus philosophique la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Bonjour Cynthia. Joseph. J'ose espérer qu'il y a encore quelque chose comme l'humanisme, mais en même temps, l'impression que nous avons aujourd'hui, et notamment face à cette crise sanitaire, maintenant devenue mondialisée, aussi mondialisée que la mondialisation elle-même, est que l'idée même de l'humanisme se voit profondément malmenée. Peut-on encore croire en l'humanisme et si oui, comment? C'est une belle question. Alors, je dirais trois manières de répondre. La première, c'est que croire en l'humanisme, c'est une position morale. Donc, elle ne s'appuie pas sur les faits, c'est une position de principe, c'est une forme d'idée régulatrice et qui nous permet d'orienter de façon méta nos comportements, notre vie, etc. Ça, c'est la première. Après, preuve par l'absurde, si j'ose dire, si on dépasse, et en fait, on peut assez rarement dépasser l'aporie suivante qui consisterait à poser que l'on ne croit pas en l'humanisme, tout en continuant de vivre, de s'arc-bouter sur sa propre vie, de défendre son autoconservation, même de façon prédatrice, parce que, après tout, malgré soi, on viendrait défendre quand même l'idée d'humanisme. Bref, je sais que ta question, c'est pas celle-là, ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir un rapport qualitatif à l'humanisme? Et oui, on peut absolument défendre cela. Pourquoi? Parce que la singularité suffit à valider l'humanisme. Et donc, on peut s'extraire tout à fait d'une approche quantitative et simplement prendre l'approche de l'exemplarité de certains. Et c'est un droit chemin vers l'universel de cet humanisme. Cet humanisme du soin qu'on pourrait rapprocher de tout le courant aussi de la philosophie du care, ou pour citer l'une de ses très grandes figures, Carol Gilligan, qui la définissait comme une pensée et un agir portés vers des cas particuliers, comme tu dis, des cas singuliers, et où dans le rapport soignant-malade, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, on ne soigne pas la maladie uniquement comme si elle pouvait être isolée, mais on cherche à apporter un soin à la personne elle-même, en prenant en considération toutes les composantes de son contexte. J'aimerais que tu nous dises où et comment vois-tu cet humanisme du soin, agir face à la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, c'est assez flagrant pour le coup. Alors bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'aigu, l'exceptionnel, l'urgence, c'est ce qu'on applaudit tous les soirs à 20 heures. Donc ça, c'est bien évidemment une grande partie. Mais il y a aussi l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, le journalier, assez sinistre, assez dur, morose, les aides à domicile, tout ce qui est dévalorisé et qui est absolument essentiel dans le grand continuum du soin, parce que ceux-là, hélas, et je les entends souvent, ils ne sont pas applaudis. Mais le soin, c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point il y a une définition extensive du soin, en fait. Le soin, c'est tous ceux qui font un acte de soin, mais qui ne relèvent pas nécessairement en premier temps de la santé. L'éducation, les livreurs, les caissiers, c'est-à-dire tous ceux qui assument à un moment donné ce lien de proximité pour que la grande chaîne d'action collective se maintienne. Et alors là, pour le coup, on a une expérience, mais in vivo, de cela en ce moment. Il y a aussi l'énorme question des sans-abri. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer une philosophie du soin, un humanisme du soin, à ce problème des sans-abri? C'est là les points, ce qu'on appelle des points limites, c'est-à-dire des points qui ne renvoient pas à la norme classique. Normalement, une situation d'éthique doit prendre en considération l'hypervulnérabilité de chaque situation et basculer à ce moment-là, non pas dans la question d'un rapport égalitaire, mais dans un rapport équitable. Ce qui veut dire que tout d'un coup, il y a une justice distributive très spécifique adapté à ce cas. Or, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que nous sommes en raréfaction de moyens et que donc là, il y a une espèce de concurrence atroce entre la situation déjà très très dure des EHPAD
par exemple, celle des SDF, celle des soignants qui eux-mêmes sont dans une situation de précarité par rapport aux masques, etc. Et donc, on a là des critères de priorisation qui sont extrêmement violents, qui ne sont pas nécessairement ressentis comme éthiques, parce qu'ils nous font basculer d'une éthique individuelle à une éthique collective, et nous ne sommes pas habitués à faire cela. Alors, cet humanisme du soin, question plus générale, cela signifie-t-il insuffler plus de social, comme on dit dans nos démocraties libérales, ou bien faut-il, selon toi, entièrement revoir la quasi-totalité de notre rapport à la santé et ainsi à la gouvernance de nos démocraties? Et si oui, comment? J'aimerais, si tu veux, penser que oui, ça passe par une réforme active, pro-sociale, parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. Mais en fait, on se rend compte que l'idéologie néolibérale est aussi une stratégie par le chaos, par l'usure, par l'érosion, et qui fait que on croit au début pouvoir défendre de façon un peu tranquille la démocratie sociale, et en fait on se rend compte assez rapidement que si on ne provoque pas des décisions de rupture, de mue beaucoup plus considérables, on n'arrivera pas à rendre durable cette démocratie sociale. Et c'est cette juste combinaison qui demain est devant nous. Merci beaucoup Cynthia. Avant de te laisser, je vais te demander quel est ton antivirus philosophique? Redécouvrir, relire tout ce qui vous tombe sous